Bonjour tout le monde, bienvenue à cette session d'information sur la réforme de la criminalisation du VIH. Il y a un sondage qui a été lancé par la Coalition canadienne pour réformer la criminalisation du VIH qui est à compléter d'ici au 22 octobre sur la grande question de de la réforme en fait au code criminel. Et la session d'information vise donc à informer de l'état actuel du droit, aussi des propositions faites par la Coalition canadienne et pour ainsi mieux vous outiller pour répondre au sondage. Mon nom est Martine Fortin, je suis coordonnatrice de projet à la COCSIDA. Avant de présenter Laurent, c'est important de reconnaître que nos activités à la COCSIDA se déroulent sur les territoires des non-cédés des 11 nations autochtones qui composent aujourd'hui le Québec. On les nomme les Abénakis, les Anishinaabeg, les Atikamekw, les Cris, les Inuits, les Inuits, les Kanien'kehá:ka, les Mi'kmaq, les Naskapi, les Wendat et les Wolastoqiyik. Personnellement, je suis née à Québec, sur le territoire des Abénakis et des Wendat, et j'habite et je vis sur le territoire des Kanien'kehá:ka à Tiohtià:ke ou Montréal. C'est vraiment important de reconnaître l'impact de la colonisation, mais de reconnaître la colonisation et ses impacts, surtout quand on parle de criminalisation et de VIH, parce qu'on sait que les personnes autochtones sont surreprésentées en termes de nouveaux diagnostics du VIH à chaque année et aussi en termes de surreprésentation dans les admissions dans les services correctionnels, autant provinciaux que territoriaux. Aussi, en termes de criminalisation du VIH, bien, les femmes autochtones sont aussi surreprésentées à ce niveau-là. On pourrait dire plein de choses sur les actions à entreprendre, mais je pense dans l'esprit de la semaine, le minimum qu'on peut faire, c'est de reconnaître l'existence du racisme systémique, notamment au Québec. Je vais laisser la parole à mon collègue Laurent Trépanier-Capistran, qui est avocat et coordonnateur du service VIH Infodroit de la COCSIDA. Laurent travaille depuis plus de 10 ans dans le milieu communautaire de la défense collective des droits et avocat de formation. Il complète actuellement une maîtrise en sociologie qui place les inégalités sociales au cœur de son projet, ayant pour sujet l'accès à la justice. Depuis plusieurs années maintenant, il intervient sur une base régulière à la radio ou lors de conférences afin d'éclaircir certains enjeux juridiques ou encore pour commenter l'actualité politique et juridique. Merci beaucoup, Laurent, d'être là et de faire cette session d'information. Je te laisse la parole. Et merci beaucoup, Martine, pour la présentation. J'espère que vous n'avez pas vu trop de présentations avec moi parce que je dois admettre que la maîtrise est dans ma petite bio depuis de nombreuses années. Donc, elle va finir par finir. Sur ce, aujourd'hui, on est là pour vous parler de la réforme du Code criminel et du VIH. Il y a également, et je ne la vois pas là, dans mon écran parce que comme vous, je vois la présentation, mais il y a également Cécile qui devrait être avec nous du HIV Legal Network et qui est sur la coalition. Cécile, si tu es là, n'hésite pas à intervenir non plus. Donc, Cécile est analyste des politiques publiques, a travaillé sur ce dossier-là depuis plusieurs années. Donc, si elle veut intervenir, elle m'a aidé aussi à créer cette présentation-là. Donc, si elle veut intervenir, c'est possible qu'elle fasse quelques petites précisions durant cette présentation-là. Je vois également les interprètes LSQ. J'ai la fâcheuse habitude de parler rapidement. Si jamais je parle trop vite, s'il vous plaît, juste m'en avertir. Ça va me faire plaisir de ralentir le débit. Donc, sans plus tarder, passons à la présentation. Donc, d'abord, au niveau des objectifs, eh bien, je pense que comprendre l'état du droit actuel, les règles en vigueur en ce moment, c'est important pour aussi qu'on comprenne bien ce que la coalition nous propose. Et donc, évidemment, comprendre les propositions de la CCRCV, donc c'est l'acronyme pour la coalition, sur la réforme du code. Donc, on va expliquer ça évidemment en détail. Et ensuite, le but de tout ça, le but ultime, c'est que vous vous sentiez outillé pour répondre au sondage et donner votre opinion en comprenant bien les enjeux derrière les propositions de réforme du Code criminel. Donc, comment la forme que va prendre la présentation aujourd'hui? Bien, présentation de la situation actuelle. Ensuite, on va aller voir les deux propositions du sondage, donc qui sont d'abord une disposition interprétative. On va aller voir qu'est-ce que ça veut dire ça.
Et une infraction, ensuite, la deuxième option, l'option B, c'est l'infraction spécifique au VIH. On va aussi aller voir qu'est-ce que ça signifie et c'est quoi les impacts aussi. Donc, c'est mon troisième point, les avantages et les désavantages de chacune des options. J'ai placé les avantages et désavantages après chacune des présentations des options. Donc, ça ne viendra pas réellement en troisième, ça va plus être l'une après l'autre. Et ensuite, ben, on s'est gardé du temps aussi pour une période de questions. Je suis conscient que c'est un sujet qui n'est pas nécessairement évident. Donc, on veut aussi vous laisser le temps de poser vos questions. D'ailleurs, à ce sujet-là, Martine va avoir l'amabilité de me retransmettre vos questions pour que j'aie l'occasion de me concentrer sur la présentation d'aujourd'hui. Si vous avez des questions qui vous viennent au fil de la présentation par rapport à un élément qui est discuté sur la slide qu'on va être en train de regarder, n'hésitez pas à la poser tout de suite. Mais je vous rappelle aussi qu'il y aura toute une période de questions à la fin de la présentation. Donc, ça sera, si vous avez des questions peut-être plus générales, peut-être attendre à la fin. Si c'est des questions vraiment de compréhension, je vous invite à les poser au fil de la présentation. Donc, avant toute chose, le sondage de la coalition, eh bien, qui peut y répondre? Les PV-VIH, ça va de soi, les personnes qui travaillent dans le milieu VIH, les militants, militantes et les experts juridiques qui sont donc impliqués autour des enjeux de la réforme du Code criminel. On peut y accéder en suivant ce lien-là. Évidemment, ces informations-là sont également disponibles sur le site de la coalition et je crois également que vous avez probablement reçu des courriels à cet effet-là, donc facile de le retrouver. Vous avez jusqu'au 22 octobre 2021 pour remplir le sondage. Ne manquez pas votre coup, c'est important. Ça fait longtemps que la coalition travaille ce dossier-là et pas juste la coalition. J'en profite aussi pour le mentionner. Léa Pelletier-Marcotte à la Coxida et également Camille de Vasconcelos qui ont travaillé sur ces dossiers-là de près. Donc, des dossiers qui sont importants, vous le savez, puisque vous êtes ici avec nous. Et pourquoi ce sondage-là? Eh bien, pour s'assurer que la communauté comprenne les risques et les avantages de chacune des options, pour déterminer une position commune et ensuite pour pouvoir présenter cette position commune-là afin de promouvoir une réforme du Code criminel. Donc, voilà. Pourquoi espérer une réforme maintenant, avant de se lancer dans le vif du sujet et dans l'état actuel du droit? On a une petite chronologie ici qui a été faite. Eh bien, c'est qu'il y a un certain momentum autour de cet enjeu-là. D'abord, en 2016, il y avait le ministre de la Justice qui annonçait que des actions devaient être prises concernant ce qu'il appelait la surcriminalisation du VIH. Ensuite, 2017, sortie d'un rapport de Justice Canada sur sa réponse à la criminalisation du VIH. Le gouvernement canadien, en 2018, eh bien, émet une directive pour limiter les poursuites pour les cas de criminalisation dans les 3 territoires. On va y revenir à cette question de directive ou de position institutionnelle des DPCP, donc des directeurs des poursuites criminelles et pénales, donc les organismes, les institutions qui sont chargés d'intenter des poursuites. D'accord? Donc, ça a été fait du côté, excusez-moi, je vais revenir en arrière, du côté du gouvernement canadien des 3 territoires. On a émis une directive en 2018. Du côté du Québec, ça a été un peu plus tard, ça a été en 2019. On va y revenir pour bien comprendre qu'est-ce que dit cette directive-là. Pour l'instant, je veux juste que vous compreniez qu'il y a un certain momentum, comme vous pouvez le voir, parce que suite à ça, en 2018, eh bien, en 2019, sorti d'un rapport du Comité permanent de la justice qui demandait des changements au Code criminel. Donc, ça, c'est un comité qui réunissait tous les partis donc dans ce comité-là. Et le ministre de la Justice a justement réitéré là aussi son engagement à éliminer la surcriminalisation du VIH. Et finalement, en 2021, je pense aussi que c'est important, réélection d'un gouvernement libéral minoritaire, donc avec une disposition puis un rapport de force en Chambre qui est vraiment similaire à ce qu'on a connu auparavant, donc avec le gouvernement qu'on avait tout juste avant. Je pense que c'est important, ça, parce que finalement, les étapes qui ont été franchies sur cette ligne-là l'ont été par un gouvernement libéral aussi. Donc, on peut espérer une certaine continuité dans cet état d'esprit-là. Donc, voilà pourquoi la coalition a choisi ce moment-là, finalement, pour aller de l'avant avec le sondage pour lequel vous êtes appelés à répondre aujourd'hui. Ça va jusqu'à maintenant pour tout le monde. Je ne vous vois pas, mais si je vois Nathalie qui me fait un pouce en l'air. Merci, Nathalie. Donc,
ce qui a été fait par le passé maintenant par la coalition, eh bien, il y a déjà eu une déclaration de consensus communautaire. Les images que vous voyez dans le bas de la slide sont finalement le visuel qui avait été associé à cette déclaration-là. Ça a été une consultation qui a été menée par la coalition en 2017 et ça a été signé par la COCSIDA et plusieurs de nos organismes membres. Bravo, félicitations pour les gens que ça concerne. Et ce que ça réclamait, en fait, à l'issue en fait, de cette consultation-là, il y a eu la déclaration de consensus. Et qu'est-ce que ça contenait? Qu'est-ce que ça réclamait essentiellement? Eh bien, des lignes directrices pour définir les cas où des poursuites doivent être intentées. Okay? Je vous en ai parlé avec les territoires et on va y revenir un peu plus tard. Mais ça, on peut dire que ça a été fait parce que il y a eu une directive sur quand le DPCP, donc le directeur des poursuites criminelles et pénales, doit intenter des poursuites. Donc ça a été, je m'accroche vers parce qu'on l'a au Québec depuis 2019. Également, on s'entendait en 2017 pour une réforme du Code criminel par le palier de gouvernement fédéral. Et là, je vous mets un in progress en bon français pour vous dire que c'est en cours puisqu'on est réunis aujourd'hui pour se parler de ça justement. Et finalement, le développement de ressources des 3 paliers de gouvernement pour contrer la stigmatisation, donc autant le fédéral, le provincial que le municipal. Donc, c'est ce qui a été fait donc, par le passé au niveau de la coalition. Donc, autre chose qui a été dans ce consensus-là, eh bien, c'est ce sur quoi on s'entendait en 2017, c'est qu'il y avait des poursuites qu'il faudrait qu'il y ait des poursuites uniquement dans les cas de transmission réelle et intentionnelle. Okay? Donc, une personne finalement qui aurait l'intention de transmettre le VIH et qui aurait eu réellement, concrètement, transmission du VIH. C'est ce qu'on entend par réel et intentionnel. Puis ça, vous allez voir, ça va revenir au fil de la présentation, ces 2 mots-là. Okay? Et on s'entendait surtout pour qu'il n'y ait aucune accusation dans les cas où il y a eu une incompréhension de la personne accusée sur comment le VIH est transmis. Dans les cas où il y a eu divulgation du statut ou encore lorsque la personne croyait raisonnablement que son partenaire connaissait déjà son statut pour X, Y, Z circonstances. Dans les cas également où il y avait une crainte de subir de la violence ou des conséquences graves en cas de divulgation du statut sérologique. Lorsque la personne était contrainte d'avoir des relations sexuelles, donc évidemment, et lorsqu'une personne a une charge faible ou qu'il y a eu port du condom, et dans le cas du sexe oral. Donc ça, c'était les cas où on s'entendait en 2017, nous, dans la communauté, au travers le Canada, dans les cas dans lesquels il ne devrait pas y avoir d'accusation criminelle qui soit portée. Maintenant qu'on a regardé qu'est-ce qu'on a fait en 2017, quelles ont été les étapes, pourquoi aujourd'hui on pense qu'on a un momentum autour de cette question-là. Maintenant, quelle est la situation actuelle autour de la criminalisation du VIH à l'heure actuelle? Donc, avant une réforme du Code criminel, finalement. Eh bien, le Canada, c'est encore un des endroits dans le monde où c'est particulièrement, où la situation est grave, en fait, en ce qui concerne la criminalisation du VIH. Depuis 1989, on parle de 220 personnes qui ont fait l'objet de poursuites pénales en lien avec leur statut sérologique. On peut aussi dire que la criminalisation amène une stigmatisation supplémentaire des PV-VIH. Donc, il y a un stigma, évidemment, on connaît bien, je pense, dans le milieu, le stigma qui est associé au statut sérologique comme tel, mais ça vient ajouter finalement un stigma criminel. Et ça contribue aussi de manière implicite à maintenir ou accentuer la stigmatisation qui est déjà vécue par les personnes vivant avec le VIH. Okay? Donc, c'est une stigmatisation qui est institutionnalisée finalement dans le cas du droit criminel ici. Ça engendre aussi de la confusion avec le discours scientifique. On ne sait pas trop où s'en tenir finalement, parce que la science nous dit quelque chose, puis le droit nous dit une chose qui est un peu différente en fait. Donc, ça peut engendrer de la confusion à ce niveau-là, au niveau des informations scientifiques qui sont diffusées. Et puis, il y a plusieurs infractions qui sont utilisées dans le Code criminel pour poursuivre ou pour criminaliser le VIH. Et ça fait aussi en sorte qu'il y a plusieurs peines différentes qui sont appliquées et on ne sait pas trop où s'en tenir non plus. On ne sait pas exactement clair qu'est-ce qu'on risque, puisqu'on ne sait pas quelle peine va être utilisée ou encore quelle infraction, je devrais dire, va être utilisée et quelle est la peine associée à cette infraction-là. Ça devient
ça devient flou finalement, les risques qu'on prend si on n'applique pas la loi. Et finalement, et je pense que c'est particulièrement intéressant de le mentionner, l'expérience du milieu VIH, eh bien, ça tend à démontrer que la coercition, ce n'est pas un moyen efficace pour faire face à des enjeux de santé publique ou à une crise de santé publique. Donc, voici un peu la situation, je vous dirais, plus générale. Maintenant, au niveau du droit concrètement, on a cette image-là, je pense, qui résume assez bien, qui vient nous dire finalement, quand il y a port d'un condom, et, donc c'est important, et c'est cumulatif, donc qu'il y a une charge virale faible. Donc, au niveau du droit, faible, ça signifie égal ou inférieur à 1500 copies par millilitre. Eh bien là, le droit vient nous dire qu'il n'y a pas de possibilité réaliste de transmission du VIH. Je vous rappelle que ce concept-là de possibilité réaliste de transmission du VIH, c'est ce qui avait été retenu interprété par les cours finalement. C'est la situation un peu actuelle du droit, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une possibilité réaliste de transmission du VIH, on considère que la personne doit faire un dévoilement. Autrement dit, si je le prends à l'envers, lorsqu'il y a port du condom, charge virale faible, il n'y a pas de possibilité réaliste de transmission du VIH, donc, comme le dit la parenthèse, pas de dévoilement obligatoire. Cette situation-là, eh bien, ça fait en sorte qu'il y a des risques de criminalisation, même dans le cas où une personne n'a pas l'intention de causer du tort à son ou à sa partenaire, que le risque de transmission est inexistant au regard de la science, donc des données les plus récentes, et même dans les cas où il n'y a pas eu de transmission concrètement du VIH. Cela dit, il faut quand même regarder les développements récents en droit et il y a de plus en plus de reconnaissance par les tribunaux et les procureurs à l'effet que I égale I, un message qu'on connaît bien, intransmissible égale indétectable. Il y a eu des décisions des tribunaux inférieurs et des directives qui sont venues finalement reconnaître ce principe-là à l'effet que lorsqu'on a une charge indétectable, on ne peut pas transmettre le VIH. Donc, on a eu certaines progressions, finalement, on pourrait dire en ce sens-là. Okay? Cependant, il y a toujours un flou quant au sexe oral. On a des décisions qui ne sont vraiment pas claires sur comment on doit considérer le sexe oral dans la situation actuelle du droit. Également, le port du condom à lui seul, ça ne semble pas toujours être interprété par les tribunaux comme étant suffisant pour écarter cette fameuse possibilité réaliste de transmission. Okay? Donc, je vous rappelle, lorsqu'on considère qu'il y a possibilité réaliste de transmission, ça signifie un dévoilement obligatoire. Donc, le port du condom, ce n'est pas clair encore. Okay? Même si on reconnaît que I égale I de plus en plus au niveau des traitements et de la charge virale, pour le port du condom, on a des décisions qui sont vraiment pas très claires là-dessus. Donc, à l'effet que si il y avait une charge virale supérieure à une charge faible, donc supérieure à 1500, et qu'il y avait port du condom, est-ce que ça serait suffisant, ça, pour écarter la possibilité réaliste de transmission? Au niveau du droit, il y a eu des condamnations. Okay? Alors que, pourtant, on sait que le port du condom est une protection adéquate. Et finalement, il y a toujours une multiplicité, donc plusieurs infractions qui sont utilisées pour poursuivre les PV-VIH, dont agression sexuelle grave, qui est la plus commune, et on le sait, hein, ça, c'est des conséquences extrêmement graves, justement. Donc, la peine d'emprisonnement, on parle d'une peine d'emprisonnement à vie, puis inscription au registre des délinquants sexuels, c'est extrêmement grave, extrêmement stigmatisant aussi. Donc, on est toujours aux prises, je vous dirais, avec ce type de problématique-là, malgré les nuances que je viens de faire par rapport à IEGAL. Maintenant, je vous parle de position institutionnelle et de directives. Qu'est-ce qu'il y en est de la situation au Québec? Ça a été adopté en 2019, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça concerne, donc cette directive-là, elle vient englober tous les types de relations sexuelles, donc orales, vaginales, anales, et les critères d'application maintenant de cette directive-là, elle vient essentiellement dire le DPCP, donc l'institution qui est responsable d'intenter des poursuites. Okay? Donc, le DPCP, finalement, il y a une enquête de police, hein, souvent, qui va se passer. Ensuite, lorsque l'enquête va être complétée, ce que va faire le directeur des poursuites criminelles et pénales, c'est qu'il va prendre le dossier de la police et lui, il va décider s'il porte des accusations. Donc, c'est lui, finalement, qui commence le processus judiciaire. Donc,
Le DPCP nous dit au Québec, on n'intentera pas de poursuite dans les cas où il y a la prise d'un traitement ARV, il y a une charge virale égale ou inférieure à 200 copies par millilitre et il y a un suivi aux 4 à 6 mois. Okay? Donc, un suivi chez son médecin aux 4 à 6 mois. Si on a ces critères-là, on n'intentera pas de poursuite. Donc, qu'il y ait eu un dévoilement ou qu'il n'y en ait pas eu, qu'il y ait eu port du condom ou qu'il n'y ait pas eu port du condom. Okay? Donc, ça aussi, je pense que ça fait partie de la situation actuelle, du moins sur le territoire québécois. Ça reste un statut ambigu au niveau de la position du DPCP. Pourquoi je dis ça? Parce que ce n'est pas une loi. OK? Donc, on ne sait pas trop non plus quelle force ça aurait devant les tribunaux. C'est-à-dire que cette directive-là fait en sorte que ça devrait stopper à l'étape où l'enquête de police est faite, transfert du dossier au DPCP, et là, ça devrait s'arrêter là si on est dans le cadre des 3 critères que je viens de vous expliquer. Mais on ne sait pas comment les tribunaux interpréteraient ça si, par hypothèse, ce n'était pas respecté. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un statut ambigu. Ce n'est pas la loi comme telle, ce n'est pas l'interprétation du droit comme tel, même si, il faut le souligner, c'est clairement une avancée positive. Là, okay? Donc, je pense que c'est digne de mention dans le contexte du sondage. Et aussi, là, je vous parlais de la situation au Québec, mais il y a aussi d'autres directives semblables qui existent dans d'autres provinces au Canada. Et là, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais je veux juste faire une précision parce que le droit criminel, c'est le fédéral qui gère ça, hein, mais qui et quand on intente des poursuites, ça, c'est les provinces. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir, je vous dis qu'il y a des directives semblables qui existent dans d'autres provinces et c'est pour ça que vous aurez remarqué, le Canada, qui est responsable pour les 3 territoires, avait agi en 2018, le Québec a agi en 2019 et ça varie selon la province dans laquelle on se trouve. Et donc, il y a d'autres directives qui existent dans d'autres provinces du Canada. Mais il y a certaines provinces qui n'ont pas de directive. Terre-Neuve et le Labrador, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard n'ont toujours pas de directive. Okay? Ça va jusqu'à maintenant? C'est clair pour tout le monde? Ah, je vois qu'il y a une question. Oui. Non, tu. Oui. Oui, Guy, si tu veux y aller. En fait, merci Laurent pour la présentation jusqu'à maintenant. Je me demandais, le 3e critère, le suivi aux 4 à 6 mois. On sait que dans le contexte actuel, le système de santé est très surchargé. Donc, évidemment, la plupart du temps, les délais de consultation s'allongent. Est-ce que, par exemple, le fait d'aller au-delà de la période qui est là pourrait entraîner la non-application de la directive? Oui, ben c'est une super bonne question, Guy. Puis il faut comprendre que cette directive-là a été adoptée en 2019, donc avant qu'on soit aux prises avec la crise de la COVID qu'on connaît actuellement. Mais oui, c'est ma lecture, effectivement. Après ça, comme je le disais, ce n'est pas un document, ce n'est pas une loi. Donc, est-ce qu'un procureur pourrait être compréhensif? Ça, c'est à sa discrétion. L'avantage aussi de faire un suivi, l'idée derrière faire un suivi aux 4 à 6 mois, c'est qu'on est capable aussi de démontrer de manière, avec nos tests, que notre charge était bien inférieure à 200 copies au moment de la relation sexuelle qui est observée par le tribunal ou qui est observée par le directeur des poursuites criminelles et pénales dans ce cas-ci. Donc, ça a aussi cette logique-là, finalement, du suivi aux 4 à 6 mois. Mais oui, ça créerait un flou probablement. Ça créerait de l'incertitude, puis potentiellement un risque si on faisait pas, si on dépassait notre 6 mois, finalement. OK. Ça répond un peu, Guy, à ta question? Oui, merci. Super. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer à la prochaine diapo. Donc, qui sont les propositions de réforme de la coalition. Okay? Donc, option A, une disposition interprétative. C'est quoi une disposition interprétative d'abord? C'est une disposition qui vient un peu nous expliquer comment on doit lire le code criminel ou certaines parties du code criminel. Okay? Comment on doit les interpréter.
Dans ce cas-ci, ça viendrait préciser qu'aucune infraction qui existe déjà dans le code. On le sait, dans le code criminel actuellement, si vous cherchez le mot VIH, si vous faites le fameux CTRL-F sur votre clavier, là, puis que vous allez dans le code criminel, vous inscrivez VIH, vous ne trouverez rien. Il n'y aura pas de résultat. Vous pouvez aussi le feuilleter. J'en ai des exemplaires à la maison à vous prêter. Si jamais vous voulez passer toutes les pages du code criminel, et faites-moi confiance, il y en a un paquet, vous ne trouverez pas le terme VIH. Okay? Ce qui fait en sorte que dans le passé, il y a plusieurs infractions différentes qui ont été utilisées. Je vous parlais d'agression sexuelle grave tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Okay? On peut parler de négligence criminelle causant des dommages, de nuisance publique, de voies de fait, bon, etc. Il y en a d'autres, mais tout ça pour vous faire réaliser qu'il y a plusieurs infractions qui sont utilisées. Et d'où ici l'importance de dire que dans ce cas-ci, on viendrait préciser qu'aucune infraction contenue au code criminel peut être utilisée pour poursuivre une personne vivant avec le VIH, sauf dans les cas d'une transmission réelle et intentionnelle. Okay? Donc, autrement dit, que la personne voulait transmettre le VIH, voulait causer du tort à la personne, à son partenaire sexuel ou à sa partenaire sexuelle, et que le VIH a bel et bien été transmis. Le mot magique, et on va y revenir dans pas longtemps, c'est intention ici, OK? Intentionnel. J'y reviens à la prochaine diapo si ma mémoire est bonne. Ça signifie finalement qu'on pourrait continuer d'utiliser différentes infractions déjà incluses au code criminel dans les cas de transmission réelle intentionnelle. Finalement, si la personne avait l'intention de causer du tort à son ou à sa partenaire et qu'il y a réellement eu de transmission du VIH, il y aurait dans l'éventail d'outils des procureurs de la couronne plusieurs façons de poursuivre une personne vivant avec le VIH. On continuerait d'avoir une multiplicité, plusieurs infractions à utiliser si on va de l'avant avec l'option A. OK? Je vous disais, le mot magique, c'est intention. L'importance du terme intention, je suis toujours dans notre disposition interprétative, notre première option, ce que j'ai appelé l'option A. Eh bien, il existe différents niveaux d'intention en droit criminel canadien. Nous, ce qu'on va viser avec, quand je vous ai dit le mot magique, c'est intention, c'est le degré d'intention qui s'appelle intention, okay? Le dernier niveau ici que vous voyez sur le PowerPoint. Pour bien comprendre ça, je vous explique les deux autres niveaux avant, en commençant par négligence. Négligence, c'est qu'on va regarder finalement, c'est un niveau de preuve qui est moins exigeant pour la poursuite. Okay? Elle doit démontrer que la personne qui est accusée s'est écartée du comportement d'une personne raisonnable. Okay? On appelle ça une norme objective parce qu'on ne regarde pas le comportement de la personne nécessairement qui est accusée, mais on regarde le comportement d'une personne raisonnable, puis on se demande, est-ce que la personne accusée, elle a eu le comportement d'une personne raisonnable ou si elle s'est écartée de ce comportement-là? Okay? Donc, c'est un niveau de preuve, comme je disais, qui est beaucoup moins exigeant à atteindre. C'est moins difficile pour la poursuite, pour la couronne, d'atteindre ce niveau de preuve-là. Okay? Parce que, évidemment, le comportement de la personne raisonnable, c'est déterminé par le tribunal qui regarde l'affaire. Insouciance maintenant. Insouciance, c'est une conscience que le comportement que la personne a adopté pourrait engendrer ce que la loi interdit. Donc, il n'y a pas une certitude ici. Mais malgré ça, la personne va continuer quand même. Même si elle se dit, ça pourrait être, ce que je suis en train de faire, là, ça pourrait contrevenir à la loi, elle va quand même continuer. Elle va être une personne insouciante. Et là, j'ai inscrit une norme subjective. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire le tribunal, plutôt que de regarder qu'est-ce qu'une personne raisonnable, comme dans le cas de la négligence, ferait dans cette situation-là. Ici, on va se demander qu'est-ce qui est en train de se passer dans la tête de la personne accusée? Est-ce que vraiment elle a adopté un comportement en pensant que ça pourrait effectivement engendrer ce que la loi interdit? OK? Donc, ça, c'est nos deux niveaux. Et encore là, l'insouciance, c'est un niveau qui est moins exigeant que l'intention. Plus que la négligence, c'est plus difficile à prouver que la négligence, mais un peu moins difficile que l'intention. Donc, quand on vous parle du caractère intentionnel dans la proposition A de la coalition, eh bien là, on vient vraiment viser lorsqu'une personne agit avec une intention de faire ce que la loi interdit, carrément. Et pour ce faire, le tribunal va se demander, est-ce que la personne accusée avait l'intention de causer du tort, vraiment?
Et ça, c'est le niveau d'intention qui est demandé par la coalition et c'est le niveau d'intention, je vous dirais, plus élevé que la négligence, évidemment, et plus élevé encore que l'insouciance. Okay? Donc, on est dans un niveau d'intention très élevé ici, finalement. Et donc, qui va être un standard aussi élevé à atteindre pour la poursuite. Okay? Autrement dit, plus de protection pour les personnes vivant avec le VIH pour qu'on arrive à dire que vraiment son objectif en faisant ce qu'il faisait était de transmettre le VIH. Ce n'est pas nécessairement facile à comprendre. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Super. Si jamais au fil de la présentation, ça revient et que vous avez des questions, vous n'hésitez pas non plus, ça me fait plaisir. Maintenant, je vois une main levée. Ah oui, c'est moi. Juste, je suis curieux de la coalition et c'est quoi leurs critères pour établir l'intention? Est-ce qu'il y a comme une scale de mesure pour ça? Oui, mais ça reste assez flou, hein, parce qu'il faut comprendre qu'on va, comme je le disais tout à l'heure, quand on parle de normes subjectives, on se demande ce qui se passait dans l'esprit de la personne au moment des faits, au moment de commettre l'infraction. Donc, ça reste des concepts qui sont flous. On n'a pas nécessairement une liste là, de choses où on se dit « Ah oui, quand la personne commet tel geste, ça veut dire qu'elle a l'intention. » Évidemment, c'est des choses qu'on peut déduire, par contre, souvent du comportement d'une personne ou de ce qu'elle a dit ou des choses qu'elle a écrites. Donc, ça, c'est tous des éléments que la Cour peut aller regarder, aller scruter pour savoir si effectivement on atteint ce niveau d'intention-là. Est-ce que, hors de tout doute raisonnable, la personne, effectivement, voulait faire du tort, okay, dans le cas qui nous intéresse, dans le cas du VIH, ou à sa partenaire sexuelle. Okay? Donc, autrement dit, est-ce que vraiment, si je l'applique à la question du VIH, est-ce que la personne voulait causer un tort en transmettant le VIH? Okay? C'est ça que la Cour va devoir se poser comme question. Mon question, c'est plus comme, tu sais, les situations où le virus va se transmettre sont souvent extrêmement complexes. Donc, je dirais que, tu sais, si quelqu'un est comme, je ne sais pas, commencer une avance vers les comportements sexuels, à faire un dévoilement, avait reçu une action ou une réponse qui était violente, qui a fait trigger un ancien traumatisme, qui a poussé la personne dans un état psychotique, comme, tu sais, il y a toutes sortes de nuances là-dedans. Et de qu'est-ce qui est là sur l'écran, mon idée, c'est que les standards de la coalition sont aussi subjectifs. En fait, là, dans votre question, il y a d'autres éléments. C'est-à-dire qu'il existe d'autres défenses en droit criminel qui sont, par exemple, si la personne n'était pas en mesure de comprendre les gestes qu'elle posait, il existe d'autres défenses. Évidemment, on ne parle pas de ça dans le cas qui nous intéresse ici. On parle d'un cas, je vous dirais, classique. Évidemment, s'il y a un dévoilement, il n'y a pas de poursuite, là, hein? Ça, c'est sûr et certain. Donc, il n'y a pas de poursuite dans les cas de dévoilement. On parle, et on le prend un peu à l'envers du côté de la coalition, la problématique, c'est-à-dire il y aura des poursuites uniquement lorsqu'il y aura un cas de transmission réelle. Donc, autrement dit, tous les cas où il n'y a pas de transmission réelle, il n'y a pas de poursuite. Et intentionnel, cumulatif, ces deux critères-là. Okay? Donc, la personne devait avoir l'intention et le virus a dû être transmis. Si on est à l'extérieur de ça, pas de poursuite. Et s'il y a poursuite, la personne devra être acquittée. Okay? Mais je ne peux pas vous donner une liste exhaustive des comportements qui correspondent à l'intention parce que c'est un concept flou et malheureusement, le droit aime bien les concepts flous et va vouloir souvent aussi appliquer à une situation très concrète, très précise, c'est-à-dire à la situation qui est devant le tribunal. Donc, on ne regardera pas toutes les autres situations possibles, on va juste regarder la situation de la personne qui
qui est accusé finalement à ce moment-là. Mais je pense que ce qu'on doit, ça fait plaisir, pour conclure là-dessus, je pense que ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on vise le niveau d'intention qui est le plus élevé ici. Okay? Et dans la mesure où on demande à la personne d'avoir une intention, on ne demande pas les niveaux les plus faibles, on demande le plus élevé. Et toujours avec l'accumulation de la transmission réelle du virus. Je passerai à la prochaine diapo s'il n'y a pas d'autres questions. Il n'y en a pas d'autres. Merci, Martine. Donc, toujours dans notre disposition interprétative, je suis toujours par rapport à ça. Quels sont les avantages et les désavantages maintenant? Je commence par les avantages. Donc, il n'y a pas de création d'une infraction spécifique au VIH. Ça a été exprimé souvent par certains acteurs ou actrices du milieu comme étant une crainte, notamment au niveau de la stigmatisation, que ça va créer, et d'inclure une infraction avec les termes nommément du VIH dans le code. Donc, si on adopte une disposition interprétative, on ne crée pas de disposition spécifique qui s'applique juste au VIH. Et ça fait aussi en sorte qu'on a moins de risques d'ouvrir la porte à la criminalisation de d'autres infections transmises par le sang sexuellement. Okay? Donc, il y avait une grosse préoccupation de la coalition, une préoccupation très légitime, à savoir qu'en faisant une réforme du code criminel, on ne venait pas non plus mettre à risque des personnes qui auraient d'autres ITSS de poursuites criminelles, parce que c'est justement ce sur quoi on essaie d'agir pour empêcher ça. Donc, ça serait un peu faire un pas en avant pour faire deux pas en arrière, finalement. Donc, ça, c'est parmi les avantages. Parmi les désavantages, maintenant, du côté négatif de ma colonne, ça maintient le fait qu'on a toujours plusieurs infractions qui peuvent être utilisées. Okay? Et la problématique avec ça, c'est ce qu'on résume en droit sous le terme prévisibilité du droit, c'est-à-dire une personne qui, au Canada, doit pouvoir savoir à quoi elle s'expose. C'est quoi clairement la loi pour qu'elle puisse ajuster son comportement en fonction de la loi. Ici, puisqu'on a plusieurs infractions qui peuvent être utilisées, on a une moins bonne prévisibilité de ce qui peut nous arriver lorsqu'on contrevient à la loi, finalement. Donc, ça ne vient pas, cette option-là ne vient pas régler cette problématique-là nécessairement. Donc, autrement dit, pour les cas de transmission réelle et intentionnelle, il pourrait toujours y avoir, dans ces cas-là bien circonscrits, différentes infractions qui soient utilisées. Donc, je vous ai un peu fait la multiplicité des infractions, prévisibilité du droit. Vous aurez compris que ça va de pair, ça va ensemble. Et le dernier dans la colonne négative, dans la colonne du moins, c'est un risque quant aux infractions qui ne requièrent pas la preuve de dommages corporels. Et là, c'est un petit peu compliqué. Je m'explique. Il y a certaines infractions qui vont demander finalement qu'il y ait une preuve qu'il y a un dommage corporel qui soit fait. Okay? On peut penser à l'infraction de négligence criminelle causant des dommages corporels. Là, c'est clair qu'il va devoir y avoir une preuve devant la cour comme quoi ces dommages-là ont bel et bien existé. Okay? On peut penser dans notre cas à la transmission du VIH, la transmission réelle. Et il y a des infractions, par contre, qui ne requièrent pas ça. Que le simple fait de créer un risque va être suffisant. Donc, ça engendre aussi un risque à ce niveau-là que si on met la disposition interprétative, on soit mal compris ou que les cours comprennent mal, okay? Qu'ils interprètent mal ça. Moi, si, et là, je ne veux pas devancer les choses, mais si à la fin de ma présentation, vous, c'est l'option A que vous préférez, mais vous avez cette crainte-là qu'on oublie finalement la question ou le critère de transmission réelle. Moi, je vous invite à vraiment, il y aura une section dans le sondage qui est du genre « autres commentaires », à vraiment inscrire que c'est important pour vous que ça soit transmission réelle et intentionnelle pour bien vous exprimer, bien exprimer votre opinion auprès de la coalition pour qu'ensuite, elle puisse faire le meilleur travail possible
pour vraiment dire on veut une disposition interprétative, c'est ça notre choix, mais c'est très important que ça soit dans les cas de transmission réelle et intentionnelle. OK? Donc, vraiment, si à la fin de la séance, c'est votre option préférée, mais que vous avez cette inquiétude-là qui est parmi la colonne des négatifs, c'est pour ça que je la mets là, hein, c'est parce que ce n'est pas certain, c'est une inquiétude. Mentionnez-le. Je vous invite vraiment à le mentionner dans la section autres commentaires ou avez-vous des ajouts là, qui va se trouver dans le sondage de la CCRCV. Option B, maintenant, toujours dans les propositions de la CCRCV, option B, la création d'une infraction spécifique au VIH qui s'appliquerait seulement dans les cas de transmission réelle et intentionnelle. Et là, cette infraction-là comporterait une peine spécifique qui lui serait attribuée. Et ça reste à déterminer. Okay? Ça ne fait pas partie des éléments de la coalition. Ça resterait à discuter quelle est une peine adéquate dans le cas d'une transmission réelle et intentionnelle. Okay? Autrement dit, qu'est-ce que ça ferait, cette proposition-là, si elle était mise en application? Eh bien, ça deviendrait impossible d'utiliser d'autres infractions du Code criminel pour poursuivre une personne vivant avec le VIH, contrairement à ce que prévoit l'option A, finalement. Donc, on ne pourrait plus utiliser, évidemment, agression sexuelle grave, et ça vaut aussi pour l'option A, là, mais on ne pourrait plus utiliser cette infraction-là. On ne pourrait plus utiliser d'autres infractions qui ont été utilisées dans le passé pour poursuivre les personnes vivant avec le VIH. Il y aurait une nouvelle infraction qui serait créée uniquement pour ça. On a toujours notre niveau d'intention. Hein. Le niveau d'intention ne changerait pas à ce niveau-là. Ce que je vous ai expliqué avec les 3 niveaux d'intention, ça ne changerait pas. C'est-à-dire que quand on parle d'une transmission intentionnelle, lorsqu'on devrait le prouver devant la cour, ça serait le même degré d'intention. Okay? Donc, le degré le plus élevé d'intention, ça ne change pas dans les 2 options. Voilà, je n'avais pas cliqué, mais c'est même écrit. Donc, si c'est écrit, ça doit être vrai, puisque c'est moi qui l'ai écrit. Donc, maintenant, avantages et désavantages de cette proposition B. Eh bien, dans la colonne positive, on a, je vous dirais, c'est le corollaire hein, finalement de l'option A, c'est on a une meilleure prévisibilité du droit ici. Les personnes vivant avec le VIH sauraient exactement qu'est-ce qu'ils risquent en cas de non-respect de la loi, quelle est la peine qui s'applique, et il n'y aurait pas de chance qu'on ait une autre infraction qui soit appliquée. Donc, beaucoup plus grande prévisibilité dans ce cas-ci. Et ça élimine aussi le recours à l'infraction d'agression sexuelle ou d'agression sexuelle grave. Du côté des négatifs, on continue un peu au niveau de la stigmatisation à perpétuer ça ou même à l'accroître parce que là, on va venir inscrire avec ça clairement qu'il y a une infraction qui est associée au VIH dans notre code criminel. Okay? Donc, au niveau de la stigmatisation, ça peut être un désavantage. Et du côté de la coalition, on nous dit aussi probablement qu'il y a un risque plus grand que l'option A d'éventuellement étendre la criminalisation à d'autres ITSS, virus ou enjeux de santé publique. Okay? On a déjà eu des exemples aussi avec la COVID-19 qui peuvent aussi, ça peut venir alimenter finalement ces craintes-là parce qu'il y aura déjà une infraction qui existera pour un virus transmis sexuellement. Donc, ça pourrait en ce sens-là ouvrir la porte et c'est pour ça que c'est placé dans la colonne des éléments peut-être plus négatifs par rapport à cette option-là ou plus inquiétants par rapport à cette option. Maintenant, les propositions, toujours dans les propositions de réforme, il y a aussi le statu quo. Hein? Il y a aussi la possibilité de ne rien changer. Okay? Quelques commentaires sur cette possibilité-là, si parfois vous envisagez ça de votre côté. Eh bien, il y a une diminution des poursuites dans les dernières années. Donc ça, c'est quand même c'est louable. Ça pourrait être, je vous dirais, si je l'avais fait sous la forme de positif-négatif, ça aurait pu être placé dans la colonne des positifs, moins de poursuites qu'il y en a déjà eu par le passé. Régulariser la situation pour avoir une même règle à travers l'ensemble du Canada.
Donc, on le sait aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des directives qui existent dans certaines provinces, il y en a d'autres qui n'ont pas de directives, puis les directives sont pas, elles sont semblables, mais elles ne sont pas toutes équivalentes dans les provinces. Donc, finalement, avoir du sexe à Winnipeg, avoir du sexe à Montréal ou avoir du sexe à Halifax, ça peut avoir des conséquences différentes. Donc, ça, c'est embêtant aussi, toujours dans notre optique de prévisibilité. Et donc, ça ne nous permettrait pas, le statu quo, de régulariser la situation pour avoir une même règle à travers l'ensemble du Canada. Ce serait contrairement aux autres options de réforme du Code criminel. Si on allait de l'avant avec une réforme plutôt que d'accepter l'état des choses tel qu'il se passe en ce moment. Ça maintient aussi le risque de poursuite en cas d'utilisation d'un condom seul. Je vous disais tout à l'heure, ça, les cours ne sont pas convaincus encore de ça, même si la science dit autre chose, je tiens à le préciser. On se retrouverait encore avec ce problème-là parce qu'on l'a aujourd'hui. Puisqu'on ne changerait rien, ça demeurerait. Et finalement, le risque d'expulsion pour les personnes vivant avec le VIH qui n'ont pas le statut de citoyen ou citoyenne si elles sont condamnées pour un crime grave, comme agression sexuelle grave. Ça engendre un risque pour eux d'être expulsés du pays pour les personnes qui ont des statuts d'immigration qui ne sont pas finalement citoyens ou citoyennes canadiennes. Donc ça aussi, il faut, je pense que quand on réfléchit à ce genre de réforme-là du Code criminel, il faut être capable de réfléchir aux différentes populations que ça impacte. Hein, parce qu'on le sait, on peut être une personne vivant avec le VIH, mais on n'est pas qu'une personne vivant avec le VIH. On peut être une personne qui est immigrante au Canada. Donc, il faut aussi voir les impacts, essayer de faire un exercice sur les impacts potentiels que ça peut avoir selon les situations des différentes personnes vivant avec le VIH qui sont au Canada, finalement. Donc, voilà pour ce qui est du... Ah, un dernier que j'oubliais. Il y a un effet négatif aussi inhérent à la criminalisation. Hein. Donc, on peut penser, par exemple, à des menaces d'instrumentaliser ça. Donc, de dire, par exemple, dans le cas d'une relation malsaine, si tu ne fais pas X, Y ou Z, en sachant que déjà, il y a eu, par exemple, une situation peut-être où il n'y avait pas eu de dévoilement, où on était à l'extérieur de ce que la loi prévoit, d'utiliser ça un peu en matière de chantage contre la personne. Donc, quand je vous disais aussi, il faut penser aux différents impacts que ça peut avoir sur différents cas de figure ou différentes situations que peuvent vivre les personnes vivant avec le VIH. Il y a celle-là aussi, je pense, à considérer si on envisage le statu quo comme une option. Maintenant, et la coalition l'a mentionné, si jamais vous aviez pris la chance de lire ce petit document-là, le document qui faisait quand même plusieurs pages pour préparer à répondre au sondage, il y a des risques, je vous dirais, à réformer la loi, à réformer le Code criminel. Il n'y a aucune certitude que les changements qui sont proposés par la CCRCV soient adoptés tels qu'ils le soient proposés. Hein? Il y aura plusieurs opportunités de proposer des amendements par les députés ou les sénateurs et les sénatrices. Okay? Donc, on ne peut pas prévoir avec certitude à l'issue du processus qui exige finalement pour réformer le Code criminel, hein, comment ça se fait? Ça, c'est par l'adoption d'une nouvelle loi. Une loi qui va dire, attention, on doit modifier telle loi, dans notre cas, le Code criminel, et voici comment on doit la modifier. Donc, évidemment, c'est le job des députés, des sénateurs, des sénatrices de construire ces lois-là, de les amender, de les modifier. Donc, ils auront une panoplie d'occasions de faire ça. Et il est évident que la coalition va faire des pressions, va exprimer son point de vue, va faire valoir ses arguments, mais on ne peut pas non plus prévoir des choses qui sont hors de notre contrôle, c'est-à-dire comment les députés vont voir ça, quels amendements seront proposés, et ça vaut aussi pour du côté du Sénat. Okay? Donc, il existe un certain flou autour de la question d'une réforme de la loi. Je vais aussi vous dire, parmi les risques d'une réforme, vous rappelez les résultats électoraux. Hein? On est je vous le disais, dans la chronologie qu'on voyait au début de la présentation, on a eu la réélection d'un gouvernement minoritaire libéral. On envisage 159 sièges, comme on le voit sur la slide. Ça veut dire que pour la majorité est à 170. Pour être clair, je ne l'ai pas écrit, mais c'est à 170. Et donc, il faudra l'appui d'un autre parti.
Hein? Ça veut dire pour faire passer une éventuelle réforme. Donc, il faudra voir le Parti libéral, puisque c'est fort probablement lui qui présenterait ça. Ça pourrait être autrement, mais habituellement, c'est comme ça que ça se passe lorsqu'il y a un gouvernement au pouvoir, c'est lui qui présente le projet de loi. Il faudra qu'il aille chercher l'appui d'un autre parti pour atteindre le chiffre magique là, de 170. Okay? Quelques commentaires à cet effet-là, et je veux juste que vous, pour faire un peu de pouce sur ce que je disais par rapport au risque, aussi peut-être anticiper quel est le contexte politique actuel, eh bien, la composition de la Chambre des communes est très semblable à celle de 2019. Okay? À quelques sièges près, on a la même composition. Ce qui est intéressant, parce que nous, ça nous donne des indices. On peut regarder en arrière pour se dire, comment le NPD, comment le Parti libéral, comment le Parti conservateur, comment le Bloc québécois se positionnait par rapport à ces enjeux-là. Okay? Autre outil qu'on a aussi pour savoir un peu où ces partis-là se situent par rapport à nos demandes, eh bien, il y a le rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne, où on a recommandé que des poursuites puissent être intentées dans les cas de transmission réelle et intentionnelle de maladies infectieuses. Donc, c'était plus large. On était plus large que le VIH et ça faisait partie de nos craintes, quand je vous le rappelle, ou des craintes, je devrais dire, de la coalition, si on se remémore les slides que je vous ai présentés avec les positifs et les négatifs. Okay. Et finalement, je mentionne qu'il y a eu des dissidences dans ce rapport-là, dont la dissidence du NPD. Pourquoi je mentionne celle-là en particulier? Parce que le Parti conservateur aussi était dissident, mais celle du NPD est particulièrement intéressante parce que ça se rapprochait beaucoup. La position du NPD, finalement, ça se rapprochait beaucoup de ce qui était proposé par la coalition, donc des poursuites uniquement en cas de transmission réelle et intentionnelle, et avec un souci ici de ne pas élargir nécessairement d'autres ITSS ou d'autres maladies infectieuses comme la terminologie du rapport le reprend. Donc, je pense qu'il y a aussi ça, et j'aurais pu en fait placer cette slide-là dans la question du momentum dont je vous ai parlé au début, mais je pense que c'est à garder en tête parce que oui, le droit, c'est vrai, mais le droit est construit par les parlementaires. Donc, je pense aussi que c'est important d'avoir ça en tête quand on pense à une réforme du Code criminel. Okay? Bref rappel, et j'arrive, ma présentation tire à sa fin, puis j'ai fait ça approximativement dans les temps, je pense. Un bref rappel des ressources qui sont disponibles en matière de droit et de VIH, puis là, ça déborde évidemment la question de la criminalisation, mais il y a le service VIH Infodroit dont je suis le coordonnateur, donc ma petite plug. Donc, vous avez les numéros de téléphone pour me joindre, l'adresse courriel aussi pour me joindre. Sinon, le site web de la COCSIDA aussi regorge d'informations en matière de droit. Sous l'onglet VIH Infodroit, vous pouvez trouver toutes sortes d'informations en lien avec la criminalisation et d'autres choses. Il y a aussi notre balado qui vient tout juste de sortir, le balado Droit positif. Donc, vous pouvez vous abonner sur le lien que vous voyez là, ou disponible sur toutes les plateformes. Et je vous en parle particulièrement parce que l'épisode qui est sorti au début du mois d'octobre, le 4 octobre, parle de criminalisation, justement. Et finalement, il y a aussi le site web de la CCR-CV, donc de la coalition, que vous pouvez consulter sur les questions de criminalisation et de réforme du Code criminel. Et j'inclus aussi là, le réseau juridique VIH qui a son site web sur des questions de droit et VIH et notamment de criminalisation. Et c'est ce qui conclut pour moi. Je remercie aussi la Coalition canadienne pour la réforme de la criminalisation du VIH pour sa collaboration sur cette présentation-là et aussi pour avoir créé ce sondage-là et avoir rendu disponible le document de consultation. Puis de m'avoir aussi, j'ai eu la chance d'échanger avec certains acteurs, surtout actrices, en fait, je devrais dire, de la coalition. Donc, je tenais à le souligner. Et maintenant, si vous avez des questions, je vais faire mon gros possible pour pouvoir vous répondre.